En 2001, pendant que le reste des États-Unis regardait Fast and Furious en mangeant des nuggets, deux lycéens boutonneux sont devenus les plus gros trafiquants de bebeux de tout le pays. Ouais, et c'était des geeks, pas des gangsters. Et pendant des années, ils ont réussi à esquiver les radars du FBI et de la police des frontières. Ils ont fait passer quasi 10 tonnes de dro-dro à travers la frontière canadienne. Ils se sont fait plus de 32 millions de dollars. Alors en apparence, on dirait une success story, sauf que c'était mélangé à de la jalousie, de la trahison, et c'est une histoire vraie. Le héros de ce joyeux carnage s'appelle Nate Norman. 19 ans, fraîchement sorti du lycée, livreur de pizza chez Pizza Hut, et toujours en train de vivre dans le sous-sol chez sa mère dans l'Idaho. Son expérience la plus hardcore dans le crime organisé, c'était d'avoir regardé Scarface en mangeant des chips. Pablo Escobar de mes fesses, ouais. Mais un jour, tout a basculé. Il fume une peu clos en feuilletant un magazine, c'est High Times. C'est un peu le Vogue de la bebeu. Et dedans, il tombe sur un article qui va ruiner leur futur casier judiciaire. En 2001, le Canada légalise la bebeu médicale. Et surtout, au Canada, dans la Colombie-Britannique, il y a les meilleures têtes de bebeu de tout le continent. Et petit détail géographique mignon, c'est que l'état de l'Idaho se trouve aux frontières du Canada. Donc Nate est là, il se dit genre, attends, la meilleure bebeu de tout le pays se trouve à quelques heures en voiture depuis chez nous. Ah, ça pourrait se revendre comme de l'or. Et il dit à son pote Tuffer, et on devrait devenir les contrebandiers de la dro-dro. Donc oui, c'était ça son business plan. Un plan carré d'un ado de 19 ans qui vit encore chez sa mère. Ah, ça a l'air bête, hein. Et pourtant souvent, c'est bien comme ça que naissent des empires. Bon, déjà, l'idée est un peu foireuse, et le problème aussi, c'est que ça coûte de l'argent tout ça. Il faut acheter des têtes de bebeu. Et nos deux héros étaient fauchés comme un étudiant en L1. Chez Pizza Hut, Ned gagnait à peine de quoi payer ses Doritos. Et Toffer, lui, il bossait dans un parc d'attractions local. Mais Toffer, il a été un peu contaminé par l'idée de Nate. Il voulait devenir riche. Donc, il a décidé de vendre une de ses vieilles barques pourries qu'il avait sorties du fond d'un lac. Ils l'ont vendue pour 1400 $. Convaincus que ça suffirait pour acheter un demi-kilo de marchandises. Donc, les deux génies partent au Canada avec toutes leurs économies. Après des heures à chercher un lordi comme deux touristes perdus sur Google Maps, ils finissent dans un bar canadien miteux histoire de faire passer le temps. Et là, ils repèrent un vieux type appelé Frankie. Le genre de type qui ressemble à quelqu'un qui connaît des trucs. Ah, il a du vécu sur sa gueule. Donc Nate prend son courage à deux mains et il lui demande « On cherche à acheter un demi-kilo de bebeu ». Frankie répond tranquille « J'ai des dizaines de kilos de meilleures têtes du Canada, mais c'est chez moi. Vous avez combien en liquide ?» Nate répond « 1400 ». Et Frankie sourit, il dit « Parfait, c'est exactement le prix d'un demi-kilo ». Et quand Nate s'apprête à ouvrir le sac pour sentir la marchandise, Frankie l'arrête net et lui dit « Mauvaise idée, l'odeur peut vous faire repérer ». Et donc là, moment légendaire, donc sans peser, sans sentir, sans ouvrir le paquet, Nate et Toffer donnent toutes leurs économies à un inconnu qu'ils ont croisé dans un bar miteux du Canada. Quelques minutes plus tard, ils ressortent avec un sac censé contenir les meilleures têtes de la Colombie-Britannique. Et maintenant, vient la partie la plus stressante du voyage, c'est passer la frontière. Alors, la frontière du Canada est 3 fois plus longue que la frontière mexicaine. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas réellement de mur. Tu marches en fait dans une forêt, tu vois un sapin, puis un autre, et puis sans t'en rendre compte, hop, tu es déjà aux États-Unis. C'est plus un sentier de randonnée qu'une frontière internationale. Et Nate et Toffer ne voulaient pas faire comme les autres contrebandiers, ceux qui planquaient la marchandise dans les remorques à chevaux, dans les pneus, des troncs d'arbres, ou cachés sur eux, ou parfois même dans eux. Et ils avaient un plan encore plus simple, et forcément encore plus débile. Nate rentre tranquillement en voiture aux États-Unis, et Toffer, lui, traverse la frontière à pied, avec un demi-kilo de marchandises dans son sac à dos. Donc il devait marcher 11 km dans la frontière canadienne, ne pas se faire remarquer par la police des frontières, et surtout ne pas se faire bouffer par un grizzly. Et donc après des heures à errer dans les bois, Toffer voit enfin le premier signe de civilisation américaine. Un steakhouse avec la voiture de Nate garée devant. Et donc il est tout heureux. Il se met dans la voiture et il se roule sa première clope avec la marchandise de la Colombie-Britannique. Ah, il pense avoir tout gagné. Sauf que, dès la première taf, il y a un truc qui cloche. Ce n'est pas ce qu'ils cherchaient. Ils comprennent alors la vérité la plus cruelle du business. Frankie, donc ce vieux du bar, leur a refilé de la bebeu mexicaine au prix de la bebeu canadienne. Donc cette marchandise avait été cultivée au Mexique, elle a passé en contrebande aux États-Unis, puis repassé en contrebande au Canada, et maintenant eux venaient de la re-ramener illégalement aux États-Unis. Un tour du monde de la dro-dro, je te jure. Et c'est à ce moment-là qu'ils apprennent la première règle du trafic. Tu ne fais jamais confiance à personne. Surtout pas à des vieux chelous dans des bars pourris. Mais heureusement pour eux, les gens qui veulent consommer sont plus nombreux que les arnaqueurs. Et donc Nate appelle à son pote Scouse, un mec ultra sociable de 18 ans, pour écouler la marchandise dans les rues de l'Idaho. Et ils arrivent à en tirer 2800 $.
donc le double de ce qu'ils avaient investi. Nate vient de prouver alors que son plan marchait. Il regarde Topher et balance tout fier. High Times avait raison. Pourquoi tout le monde ne fait pas ça? Selon mes calculs, on peut se faire 3 millions de dollars en 14 mois. Il suffit de doubler l'argent à chaque passage. Et franchement, avec 3 millions en vue, livrer des pizzas, ça devient beaucoup plus sympathique. Mets un gros like si toi aussi tu veux gagner 3 millions d'euros en 14 mois. Et dans les commentaires, dis-moi, c'est quoi l'idée de business que t'as déjà eu avec ton ou ta meilleure pote? Parce que je suis sûr que ça nous est déjà tous arrivé. Moi, bien sûr que j'ai voulu ouvrir des bars avec des potes. Et dites-moi, êtes-vous prêts à découvrir cette histoire folle de geeks qui sont devenus des Pablo Escobar? Alors, c'est parti. Alors, en vérité, eux, ils ne voulaient pas vraiment devenir des Scarface. Leur plan, c'était presque mignon. C'était juste acheter une maison et lancer un business légal et sortir du game. Parce que dans leur tête, les dealers se faisaient attraper quand ils devenaient trop gourmands. Et eux, bien sûr, ils allaient être malins. Ils se jurent donc une charte digne d'une start-up. Pas d'armes, pas de filles, pas de bling-bling. Ils se promettent de rester super discrets, pas acheter de folie, tout investir discrètement et intelligemment. Et sur la route vers le Canada à nouveau, Nate commence à se voir en futur millionnaire, propre sur lui. Pas besoin de fac, pas besoin de diplôme, juste quelques passages de frontières et il pourrait acheter une voiture à sa mère. Et là, dans le rétroviseur, il voit des lumières bleues. La police canadienne. Nate se dit intérieurement, ça y est, j'ai ruiné ma vie pour un sac de marchandises. Le flic s'approche, le regarde et il balance. Bah alors, vous cherchez de la bebe à Cresta? Vous trouverez rien ici, vous devrez aller à Nelson. Et roulez pas trop vite, hein. Je vous mets juste un avertissement. Ah, quand t'es blanc avec des têtes de geekos comme ça passe mieux. Donc le policier venait de lui donner l'adresse du marché noir, en rigolant. Nate, il est sous le choc. Et le Canada en 2001, c'est pas du tout les États-Unis. Là-bas, le business de la bebe pèse déjà 7 milliards de dollars par an. Et la ville de Nelson, en Colombie-Britannique, est la capitale officieuse de la bebe. Et à cette époque, le Canada possède certaines lois les plus souples du monde sur l'herbe verte. C'est le deuxième pays de la planète à autoriser la bebe médicale. Donc c'est un véritable âge d'or des têtes de Colombie-Britannique, recherché partout sur la planète. Pour Nate, c'est exactement ce que racontait High Times. Donc il fait le tour de plusieurs magasins de culture hydroponique et finit par rencontrer les vrais producteurs. Des mecs capables de lui fournir de la vraie marchandise premium. Et surtout en quantité à pouvoir alimenter le marché américain. Nate et Topher attendent toujours la nuit, à quelques kilomètres de la frontière canadienne. Et là, en mode mission secrète, Topher enfilait un costume de camouflage avec plein de branches. Il sautait de la voiture avec un sac plein de cash et disparaissait dans la forêt comme s'il partait chasser des Pokémon. Il marchait plus de 11 km en territoire canadien. Ah, les 10 000 pas par jour, c'était rempli. Hein. Là-bas, il échangeait un sac d'argent contre un sac de tête directement avec les cultivateurs, puis il faisait le chemin inverse. Le système était simple, efficace, complètement illégal. Et Nate, lui, il traversait la frontière en voiture tranquille. Topher l'a traversé à pied dans les bois avec la marchandise. Et une fois revenu aux États-Unis, Topher remettait le sac à Nate. Nate le donnait à Scouse, et Scouse le distribuait à des centaines de dealers. Ah, une vraie start-up logistique. Topher gagnait 1000 $ à chaque traversée. Nate, lui, se gardait plus de 150 000 $. Plus d'argent qu'il n'avait jamais vu de toute sa vie. Et donc le business tournait à plein régime. Et quand l'argent commence à tomber, bah forcément, il faut des employés en plus. Alors il recrute des potes du lycée. Des gamins qui faisaient des exposés sur Shakespeare deviennent soudainement des mules internationales. La bande de geeks partait en convoi jusqu'à la frontière, se changeaient tous en camouflage, puis disparaissaient dans la forêt avec des sacs remplis de cash. Parfois jusqu'à 400 000 $. Et donc 12 mois auparavant, ils s'étaient promis de ne jamais attirer l'attention avec cet argent qu'ils ont gagné. Et un an plus tard, ils faisaient exactement l'inverse. Petit à petit, chacun commence à acheter tout ce dont il avait toujours rêvé. Des motos, des jet skis, des téléplasmas, même des mini-disc players. Ah ouais, à l'époque, il n'y a que les riches qui pouvaient avoir ça. Scouse a expliqué à sa mère qu'il va louer un petit appart tout pourri et en réalité, il s'achète une maison en bord d'un lac. Nate, lui, commence à organiser des soirées géantes presque chaque semaine. Avec la moitié de la ville invitée, il s'achète un manoir de 8 chambres, plus une maison séparée juste pour stocker l'argent. Des jantes de 20 pouces, des chaînes en diamant. Dans sa tête, un dealer, c'est un rappeur. Donc, il s'habille comme dans les clips de MTV. Il commence même à enregistrer en studio. Ah, il essaie de poser des couplets genre yo yo yo. Et bien sûr, il se trouve une petite amie qui s'appelle Baffy et qui est stripteaseuse. Et quand la maman de Nate lui demande mais d'où vient cet argent, lui répond c'est mon business de déneigement.
Puis, il achète une maison au bord du lac à sa maman. Et là, bizarrement, elle ne pose plus de questions. Le plus flippant dans tout ça, c'est que Nate a déjà essayé tous les boulots de pauvre. Il était livreur de journaux, télévendeur, caissier, livreur de pizza. Et sa conclusion, elle était brutale. Le seul vrai moyen rapide de devenir riche dans ce monde, c'est de vendre de la drodro. Donc, 1 an plus tard, l'équipe compte 32 personnes. Et ils font circuler une tonne de bebeux dans tout le pays. Le petit bricolage de Nate est devenu une machine ultra rodée. Et pourtant, ça reste le chaos. Une nuit, les joggers là, ils tombent nez à nez avec un agent de la DEA en train de dormir dans son camion en plein milieu de la forêt. En plein hiver, à moins 14 degrés, ils se sont complètement perdus dans la forêt et ils ont failli mourir gelés sur place. Nate, lui, commence à perdre la tête. Il décide d'équiper ses voitures d'explosifs pour que si jamais la police américaine les arrête, ils puissent faire sauter le véhicule et s'enfuir. Ouais, le mec est passé de livreur à pizza à master en explosion. Et donc on est en 2002. Et pour rassurer les joggers qui transportaient des tonnes de bebeux à travers les États-Unis, en commettant des crimes fédéraux à chaque kilomètre, Nate leur promet « Si vous vous faites arrêter, vous m'appelez de prison et je paye la caution et les avocats. » Mais Topher, lui, il commence à paniquer. Le bling-bling, les fêtes, la taille du business, tout devient trop voyant. Et il supplie Nate de sortir du game. Nate, lui, il rigole. Il dit qu'il ne s'arrêtera que quand les flics l'attraperont. Et même là, il paiera les meilleurs avocats pour s'en sortir. Et puis franchement, leur premier objectif de 3 millions de dollars, c'est devenu ridicule. Ils l'ont fait en moins d'un mois. Et pour calmer Topher, il lui augmente son salaire de 8 000 $ par passage. Et un jour, à 3h du mat, le téléphone de Nate sonne. Scouse vient de se faire braquer. 3 mecs masqués ont débarqué chez lui, armes pointées. Ils voulaient savoir où était le cash et la bebeu. Là, Nate comprend un truc très simple, c'est que quelqu'un sait exactement ce qu'ils font. Et surtout, où ils vivent. Et le truc incroyable, c'est que Nate, c'était pas le seul ado geek à jouer le Pablo Escobar de l'Idaho. Il y avait aussi Vang. Vang, lui, il est né en Corée, adopté et élevé dans une famille parfaite. Le genre de gosse qui joue du violon, a de bonnes notes et a un avenir brillant. Puis, à 17 ans, il pète un câble et il passe du premier de la classe à un gangster sous... Il conduit une Cadillac et il gère son propre trafic de la bebeu. Alors sur papier, Vang et Nate se ressemblent. 2 geekos devenus barons de la drodro. Mais la différence, c'est que Nate, il voulait juste sa part du gâteau. Vang, lui, il veut le gâteau en entier. Nate, lui, il savait que Vang et d'autres dealers existaient, mais lui, naïvement, il pensait qu'il y avait suffisamment d'argent pour tout le monde. Vang, lui, il était pas d'accord. Donc il a appelé son ancien coloc, Giovanni, il lui a proposé un petit job. C'est d'éliminer Nate Norman pour 100 000 $ et il lui file une avance de 5 000. Giovanni, qui lui n'a jamais fait rien d'illégal de sa vie, répond tranquillement « Pourquoi pas ?» Il appelle ses potes et il va au magasin acheter une bâche, des gants, de la corde, ambiance week-end bricolage. Et Vang, de son côté, il organise une fête géante pour avoir un alibi. Sauf que cette nuit-là, au lieu de tuer Nate, l'équipe de Giovanni cambriole la maison de Scouse. Et repart avec quelques kilos de bebeux et 40 000 $ en cash. Parce qu'en fait, Giovanni n'a toujours pas reçu les 5 000 $ d'avance. Donc il s'est dit, autant cambrioler un peu d'argent et après je m'occuperai de Nate. Donc là, tout le monde pense que c'est un cartel. Mais en réalité, Nate vient de tomber dans une guerre de territoire contre un autre geek dealer. Et pour la première fois, il a vraiment peur. Il quitte son manoir et il loue une autre maison à l'autre bout de la ville et il dort avec un pistolet chargé sous l'oreiller. Tout l'été, il se planque chez sa copine Buffy. Puis en plus, il se casse les 2 bras dans un accident débile. Donc on lui prescrit des antidouleurs à haute dose. Et en plus de ça, il en devient accro. Il est tout le temps sous médoc. Et Buffy ne peut même pas s'occuper de lui parce qu'elle vient de se faire une augmentation mammaire. Donc Nate, il est en cavale, sous médoc, parano. Et sa copine, elle a une énorme paire. Et le 13 novembre 2002, un bûcheron tombe sur le corps d'un jeune homme dans la forêt. La police découvre le corps de Brandon Butler. Quel portrait parfait du gosse modèle. Il jouait du violon, il était excellent élève, il avait un avenir en or. Puis en creusant un peu, il découvre que ce Brandon avait une double vie, sous le pseudonyme de Vang. Et en réalité, c'était un gros lordi qui faisait circuler de la bebeu dans tout le pays. Et son principal concurrent, c'est Nate Norman. Pendant ce temps-là, Nate est passé de livreur à pizza dans le sous-sol de sa mère à patron d'un empire de contrebande qui faisait même jalouser certains cartels. Mais l'engrenage commence à grincer. Des dealers de Nate se font arrêter avec du cash et de la drodro. Et depuis la prison, ils passent leur appel autorisé et ils lâchent une phrase fatale « Dis à Nate que je suis en tôle ». Donc les FBI et la sécurité intérieure comprennent que Nate Norman est le cerveau de toute l'opération. Mais il reste une grosse question, c'est qu'est-ce qui est arrivé à ce Brandon Butler et qui est Vang? En fait, Vang, qui avait donc engagé Giovanni pour Nate, mais le problème c'est qu'il était tellement défoncé qu'il lui a jamais filé ses 5 000 $ d'avance. Ça a duré des mois et Giovanni, lui, c'était pas quelqu'un de très patient visiblement. Donc un jour, Vang l'emmène dans la forêt où le corps de Nate devait être enterré après le
Et Giovanni lui redemande l'avance. Et là, Vang lui répond « Alors t'inquiète mec, je vais te donner », mais mauvaise réponse. Giovanni s'énerve, il lui saute dessus, il commence à le serrer très fort. Vang supplie de l'arrêter, mais Giovanni ne sait plus s'arrêter. Il efface les traces, prend l'argent et il abandonne le corps de Vang exactement à l'endroit où Nate devait être. Dans cette guerre entre deux geeks, le premier n'était même pas la cible. Et là, Nate comprend que le jeu est pas loin d'être fini. Dans l'équipe, tout le monde pense maintenant qu'il est peut-être responsable de la de Vang. Ah, l'ambiance dans l'équipe est parano, c'est plus une start-up cool. On est plutôt sur un procès fédéral imminent. À l'aube, tous les passeurs se retrouvent dans un coin planqué pour prendre leurs affaires et quitter la ville. Sauf qu'au lieu de fuir, ils fufuient la beubeu en se remémorant des bons moments. Et puis là, le FBI débarque. Les transporteurs, les managers, les leurs-dits, tout le monde se fait arrêter. Tout le monde sauf Nate Norman. Et donc les fédéraux commencent à retourner la team les uns contre les autres, à faire craquer les gens, à récolter tous les détails de l'opération. Et quand Nate comprend que ses potes risquent de prendre des décennies de prison à cause de lui, il fait un truc que personne n'attendait, il se rend à la police. Ah, les flics sont sous le choc. Ils s'attendaient à un baron de la Drodro endurci et ils voient débarquer un gamin qui sort à peine du lycée. En tout, l'équipe de Nate ont transporté plus de 10 000 kilos de beubeux. Ils ont gagné pour plus de 32 millions de dollars. Des ados qui ont humilié le gouvernement américain avec des sacs à dos et Google Maps. Et donc Giovanni a été condamné à la prison à vie pour de Brandon Butler. Scouse et Tuffer prennent 2 ans de prison. Et Nate Norman, le cerveau, écope de 12 ans. Et il est sorti depuis le 10 décembre 2013. Et aujourd'hui, il dirige un business légal de chauffage, de ventilation et de climatisation. Oui, passer de la beubeu au ventilateur, en tout cas, on comprend qu'il aime bien faire tourner. Papa est rentré. La première qui me rattrape a le droit à un câlin. Le plus triste dans tout ça, c'est que Tuffer Clark, donc son pote, il a été en 2019 lors d'une embrouille avec des guigui. Allez mes Yagadou, mettez un maximum de likes pour cette histoire de ouf et surtout, ne consommez jamais ce genre de cochonneries. En tout cas, moi je vous fais un maximum de Yagadakis et j'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver, mais très bientôt. Je suis désolé.